et bienvenue à la Société des Jeux. Mon nom est Stéphane et il me fait grand plaisir aujourd'hui de vous présenter le jeu de Stormbound Saga. Ce jeu nous offre le mode escarmouche, c'est-à-dire deux adversaires qui vont s'affronter sur un champ de bataille. Ce jeu nous offre près de 70 personnages qui seront répartis sur cette classe que nous passerons en revue dans quelques instants avant de passer au vif du sujet, c'est-à-dire les règles du jeu. C'est un jeu de stratégie, naturellement, gestion de ressources qui nous permettra d'activer les habiletés de nos différents personnages. Pour le moment, le jeu n'est en version anglaise, avec quelques textes à lire, donc on devra avoir quand même une petite base en anglais pour réussir à apprécier le jeu, ou énormément de patience avec Google Translate pour traduire chacune des définitions de nos cartes, car des cartes d'habileté, il y en a au-dessus de 150 cartes. Donc, sans plus tarder, je vous présente les personnages, plutôt les classes. Donc, allons-y. Pour le premier, comme vous voyez ici, nous avons le maraudeur. Le maraudeur a été conçu comme un guerrier rapide, combattant particulièrement avec deux armes. Sa stratégie, vous l'aurez deviné, frapper l'ennemi avant qu'elle ne puisse riposter. La deuxième classe, les prophètes. Dans le jeu Stormbound Saga, la magie n'existe pas en tant que telle. On va plutôt appeler ça l'esprit ou spirit. Ils vont prendre leur force des différentes ressources. Les ressources que ce soit l'eau, terre, feu, etc. Ces ressources, on les appelle les Speaking Stones. Comme troisième classe, nous avons les Vanguard. Ce sont des guerriers qui aiment attaquer à distance. Donc, pour ceux qui sont habitués à ce genre de jeu, vous reconnaîtrez facilement le terme Ranger. Donc, ces Vanguard, protégés par ses alliés, ils peuvent être facilement de redoutables, dis-je, adversaires. C'est un personnage qui est très apprécié par les joueurs. Ensuite, nous avons les tacticiens. C'est un équilibre parfait entre l'attaque et la défense. Ça le rend très versatile et peut s'adapter à différentes stratégies. Nous avons ensuite les remnants. C'est une classe, on peut dire, de musiciens, de bardes. Ils ne sont pas très très forts offensivement. Par contre, leur support envers leurs alliés sera décisif lors d'une victoire. Nous avons aussi les sentinelles. Les sentinelles vont agir un peu comme des templiers. Ils sont rapides et ils aiment attaquer à distance. Et de par cette stratégie, ça va leur permettre d'éviter les contre-attaques en autant qu'ils se placent stratégiquement sur le champ de bataille. Et pour terminer, le Watchman. Encore là, c'est une classe qui est aimée particulièrement par les joueurs. C'est une classe qui est plutôt lente, mais ont une force d'attaque dévastatrice et sont capables d'encaisser des blessures de leurs adversaires sans reculer. Donc, en fait, ceci met fin à la présentation des classes. On va maintenant s'installer pour vous montrer le matériel du jeu, vous expliquer quelques règles, quelques tours, afin de vous donner là, une bonne idée de ce que Stormbound Saga peut vous offrir. Donc, à tout de suite! Maintenant, pour débuter la partie, vous conviendrez qu'il est normal de choisir notre équipe, nos guerriers, afin d'affronter notre adversaire. 3 modes sont offerts, mais celui qui est le plus recommandé est le mode de repêchage, le mode draft. Ce qu'on fait, c'est que chacun des personnages sont classés par les étoiles, que nous appellerons les raretés. Donc on a les cartes à 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles, que nous regroupons en 3 paquets. Une fois ces paquets bien brassés, on va piger 5 cartes de chacun des paquets. Et ensuite, à tour de rôle, après avoir brassé les dés, les joueurs pourront choisir les cartes une après l'autre. Nous jouons avec 2 dés de 10 tout le long de la partie. Tous les dés sont brassés avec des dés de 10. Le dé bleu représentera les dizaines, le dé blanc représentera les unités. Donc le joueur le plus élevé commencera et choisira son personnage. Chaque personnage vient avec des cartes caractéristiques, donc cartes d'habileté plutôt.
Donc, vous voyez ici, je viens de prendre les cartes de Abel. OK? Abel, présentement, n'utilise que 2 ressources. Vous avez, ça c'est pour les joueurs de rareté 1 étoile, ont 2 ressources. Une ressource qui va être principalement pour l'offensive et une ressource qui sera pour la défensive, offensive et défensive. Nous avons plusieurs éléments. On a l'élément du vent, de l'eau, l'élément neutre, celui de feu, de la terre, de la nuit et du jour. Donc c'est avec ces éléments-là que les personnages pourront puiser leur énergie. Une fois les équipes choisies, une fois les cartes habiletées mises avec les personnages, on va pouvoir placer les personnages sur le jeu. Je vais choisir aléatoirement 2 personnages, 3 personnages pour chaque clan, parce que même à 1 contre 1, on joue 3 personnages de chaque côté. C'est ce que je vais faire. Donc, préparer les personnages. Et ensuite, je vous montrerai ici. Mais pourquoi attendre? On va le faire tout de suite. Donc, vous voyez ici à l'écran, je vous l'ai agrandi. Vous voyez à l'écran les différentes, à la gauche, les différentes classes que nous avons avec le petit symbole. On commence par le maraudeur, le prophète, le vanguard, le tacticien, etc. Donc, en premier lieu, nous avons les points de vie du personnage, qui est le HP. Par la suite, nous avons les points de défense, les points physiques. Nous avons les points de défense spirituelle, le spirit, ça c'est toujours la défense. Ensuite, nous avons l'attaque. Nous avons les coups critiques, car à chaque attaque que nous allons faire, nous allons également devoir brasser les 2 dés afin de savoir si nous pouvons doubler les dommages. Nous avons par la suite le mouvement et la distance pour les attaques. Une fois que nos personnages sont choisis, on peut placer la carte. Vous voyez ici tous les petites flèches rouges qui indiquent notre personnage. Donc, une fois qu'on a ajusté, dépendant quelle classe on est, on ajuste nos petites flèches. Et par la suite, nous pouvons apposer, voici, nous pouvons apposer comme suit. J'ai pris les cartes de Calador. OK. Calador, je vous le montre, c'est un personnage à 2 étoiles. Donc, Calador, ici, va, un instant, Donc, nous apposons les 2 cartes de Calador ainsi. Donc, on a la carte d'attaque et la carte de défense. Une fois que ça est fait, eh bien, nous sommes prêts pour le début de la partie. La partie, c'est simple. Je vous montre ici à l'écran les tours à jouer. Donc, dans un premier temps, nous devons piger nos Speaking Stone Cards. Nos Speaking Stone Cards s'agit de nos cartes de ressources. OK? Voici. Nous avons, comme je l'ai mentionné tantôt, ça ici, c'est une carte d'eau. Nous avons la carte du vent, la jade. OK? Vous voyez également que les cartes, je vous le montre à l'écran, vous avez également des étoiles. Ceci ne désigne pas la rareté, mais plutôt le nombre de ressources. Donc, pour le topaz, je vous remontre le topaz à 3 étoiles. Donc, le topaz vaut 3 ressources et elles seront très utiles lorsqu'on devra activer nos habiletés. Donc, première, je vous remonte la carte d'ordre de tour. Donc, la première pour piger les cartes de Speaking Stone. Donc, on pige exactement une carte pour nous-mêmes. Et par la suite, nous pigeons 2 cartes par joueur. Donc, si je commence la partie avec 3 personnages, je pige une carte pour moi et je pige 2 cartes pour chacun de mes personnages. Donc, on est à 7 cartes. Donc, je débute ma main maximum avec 7 cartes. Ensuite de ça, on va pouvoir activer un personnage. Donc,
Le premier joueur va activer son personnage, le deuxième joueur va activer un personnage, et ainsi de suite, jusqu'à temps que les 6 personnages aient joué. L'activation, on a 3 choix pour activer le personnage. On peut, le terme anglais fuse, une habileté, donc c'est pour activer, si on veut, l'habileté. Et puis pour fuse l'habileté, c'est simple, c'est avec nos cartes de Speaking Stone, nos cartes de ressources, qu'on pourra à ce moment-là activer l'habileté du personnage qu'on a choisi de prendre. Ensuite, on a les mouvements. Comme je vous ai montré tantôt, les caractéristiques des personnages, tous et chacun ont de 1 à 4 mouvements. Et puis, c'est ça. On peut, dans n'importe quel ordre, on peut bouger, mais une fois qu'on a bougé, on ne pourra pas rebouger par la suite dans le même tour. Donc, si vous avez un mouvement de 2, vous vous déplacez de 1, comme dans plusieurs jeux, vous ne pourrez pas attaquer et ensuite vous déplacer à nouveau de 1 case. Donc, on fait le mouvement au complet et après ça, c'est terminé. Et ensuite, on a naturellement le choix d'utiliser une habileté ou de tout simplement faire une attaque. Ensuite de ça, l'étape numéro 3 consiste à répéter l'étape numéro 2 pour chacun. L'étape numéro 2 pour chacun de nos personnages. Ensuite, on a le choix de briser, break fuse. Donc, ça veut dire que si on avait payé pour... si on avait activé une habileté et cette habileté-là est mise en attente, à ce moment-là, on a toujours le choix de pouvoir enlever cette habileté-là puis utiliser les cartes à autre chose. Et par la suite, on peut discarter toutes les cartes non utilisées. Les 7 cartes qu'on prend pour nos ressources sont utilisées uniquement pour les 3 personnages. Donc, si on prend plusieurs cartes pour une de nos personnages, il se peut très bien que, rendu à l'activation de notre 3e personnage, il nous reste beaucoup moins de ressources. Donc, la gestion des ressources pour chacun des personnages et pour chacune des habilités qu'on va utiliser va être très importante dans la stratégie de notre combat. Donc, ceci donne un aperçu du tour de jeu. Pour le choix de notre première équipe, qui a été pris au hasard, nous avons pris plutôt 2 sentinelles et un tacticien. Donc la sentinelle Ray, la sentinelle Calador et le tacticien plutôt Jerus. Si vous remarquez bien les étoiles, c'est que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lors du repêchage, nous devons nous contenter de 5 étoiles maximum par équipe. Donc vous voyez, Ray a 2 étoiles, Calador en a 2 et Jerus n'en a qu'une seule. Donc ceci représente notre première équipe. Pour le choix de notre deuxième équipe, on a été un petit peu différemment, toujours 3 personnages. Par contre, on a été avec une stratégie de 1 étoile pour Willem, 1 étoile pour Ivan et 3 étoiles pour Moira. Donc, Willem va représenter notre Watchman, Ivan une sentinelle et Moira va représenter notre remnant, notre barde, notre musicienne. Comme vous voyez, Moira avec ses 3 étoiles, nous avons le choix de 4 ressources. 2 ressources offensives et 2 ressources défensives, offensives et défensives. Vous apercevez aussi peut-être dans le bas de la carte, entre les 2 ressources, vous avez un petit P qui est pour indiquer que Willem occasionne des dommages physiques, Ivan des dommages spirituels. C'est ça, excusez-moi, spirituels. Donc, c'est lorsque Willem attaquera son opposant devra à ce moment-là regarder la valeur de défense physique qu'il utilisera contre Willem. Et dans le cas d'une attaque de Ivan, eh bien ce même adversaire devra regarder plutôt la défensive spirituelle qu'il va avoir contre ses attaques. Donc, voici nos 2 équipes. Donc, nous y voici. Nos héros ont été placés sur le champ de bataille. Comme vous le voyez de ce côté, nous avons Moira, qui est ici, l'équipe de Moira, de Ivan et de Willem. Comme je vous ai dit tantôt préalablement, notre première étape est de piger les Speaking Stone Cards. Donc, c'est 2 cartes par héros que le joueur contrôle plus 1. Donc,
on part avec 7 cartes. Même lorsque les personnages seront immobilisés ou mis de côté ou vaincus, lorsque c'est ça. Donc, lorsque l'un de vos personnages sera vaincu, votre nombre de cartes que vous prendrez à chacun de vos tours ne changeront pas. Donc, on commence à chaque tour, vous vous rappelez, de l'ordre de tour numéro 1 de piger les cartes. Donc, tout au long de la partie, même s'il nous reste juste un personnage à contrôler, nous pourrons toujours piger nos 7 cartes. Une fois ceci est fait, on passe au deuxième tour, on va activer le personnage. Donc, je vais activer Moira. Okay? Moira, ses points de déplacement, son mouvement est de 2. Vous voyez ici, on était au 2. Oups, et ici voilà. Donc, mouvement 2. Donc, Moira peut bouger de 2. Les personnages ne bougent jamais en diagonale, c'est interdit. Donc, c'est toujours et de 1 et de 2. Ou 1 et de 2. Donc, Moira va avancer 2 coins, 2 cases plus loin. C'est la même chose lorsque on calcule la distance d'attaque d'un personnage. Si on a une... Si, disons, par exemple, Ivan voudrait attaquer Moira, à ce moment-là, pour Ivan, ça va lui prendre 1, 2, 3 et 4 de range. Okay? Dans cet exemple, pour être complet, Ivan a un range de 2. Donc, il faudrait, dans cet exemple-ci, faire 1, 2. Et là, à ce moment-là, Ivan aurait une fois, 2 fois, et pourrait attaquer Moira. OK? Dans ce cas-là, Moira a avancé son personnage. Elle peut avancer. Moira avait un mouvement de, comme j'ai dit, un mouvement de 2. Elle a donc, oups, pourquoi j'ai avancé de 3? Oui, c'est ça, de 2. 1 et 2. Si Moira avait arrêté ici à 1, elle n'aurait pas pu continuer son mouvement plus tard. Donc, elle bouge de 2. Maintenant, elle peut soit attaquer, utiliser une habileté ou fuse une habileté. J'ai regardé tantôt, finalement, le mot fuse, c'est comme préparer son habileté. C'est préparer pour un prochain tour. Et c'est ce qui est intéressant dans la partie. Donc, pour préparer, dis-je, une des habiletés, nous avons ici le jeton qui va être utilisé sur notre plateau. Oups, pardon. Donc, Moira, ici, si on voit, déshydraté. OK? Fait que disons que Moira, bon, ça va très bien. OK, voilà. Fait que Moira, ici, a sa carte de défense. Donc, vous voyez, déshydraté, donc au coût de deux ressources de la noirceur, Moira pourra utiliser le déshydraté. Donc, elle peut le fuser. Mon Dieu, je viens d'inventer un verbe. Donc, préparer. OK? Et lorsque son ennemi ne pourra pas utiliser ses habiletés basées sur l'eau. Donc, il faut s'assurer naturellement que l'ennemi qui nous fait face a besoin d'une ressource d'eau. Sinon, c'est totalement inutile. Mais, pour l'exemple, OK? Donc, on va déshydrater. Donc, Moira, ici, doit avoir dans son jeu 2 ressources de noirceur. Donc, dans les 7 cartes que Moira a eu besoin, on avait un Black Diamond, un Améthyste, une carte de jade, 2 cartes jade en fait, des vieilles racines, et 2 cartes d'eau, aquamarine et saphir. Donc, dans le cas où nous voulons activer la déshydratation comme habileté, à ce moment-là, Moira va utiliser le petit jeton rouge et le placer juste ici, vis-à-vis l'habileté de déshydratation. Moira devra à ce moment-là prendre ces 2 cartes qu'elle va apposer juste ici en haut de la carte. Ce qui signifie que maintenant dans ma main, j'ai 5 cartes. OK, nos 5 cartes. Mais ces 2-là comptent toujours dans ma main jusqu'à temps que le pouvoir de déshydratation soit utilisé. De plus, une fois que ça c'est fait, vous voyez la carte, on va reprendre la carte ici. Donc vous voyez que on va toujours dans l'ordre.
OK? Donc, déshydratation coûte 2 cartes de ressources noires, donc de la noirceur, coûte 2. Vous voyez à droite le petit S, c'est pour dire que c'est une attaque spirit. Donc, on fera attention que lorsque l'attaque sera en cours, que les adversaires qui devront se protéger contre une attaque de spirit. Ensuite, ce qu'on fait, juste ici en dessous où c'est écrit Fuse, eh bien, ça nous permet de la préparer. On l'a préparée, on la conserve. Aura, c'est en fait, c'est une zone, c'est une attaque de zone. Ce qui signifie que pour Moira, elle a un range attack de 3. OK? Donc, à 3 carrés de distance, soit à droite, à gauche, arrière ou en avant, tous les adversaires qui seront apportés seront affectés par la déshydratation. Donc, ce qui veut dire, côté déshydratation, c'est que tous les ennemis ne pourront pas utiliser leurs habiletés basées d'eau. Comme Willem, par exemple. Voyez-vous, Willem, ici, on voit très, très clairement que sa source principale est l'eau. Donc, cette attaque, heureusement que Willem est un allié de Moira. Donc, regardez, je n'en ai pas parlé. Moira, techniquement, les ressources dont elle a besoin pour sa défense vont être les ressources de feu, les ressources de noirceur. Et pour ce qui est de l'attaque pour Moira, vous voyez ici qu'elle a besoin des cartes de ressources de vent et des cartes de ressources, ce signe-là, et les ressources neutres. Donc les adversaires voient déjà un peu les besoins en ressources, les forces de Moira, et pouvant ainsi contrer. Donc Moira sait en fait que ces adversaires, ou plutôt quels adversaires, utiliseront les ressources d'eau. Ça va avec ça. Donc Moira a bougé, a activé son personnage, on a bougé, on a préparé une attaque de déshydratation qui sera effective quand on le voudra bien. Okay? Et la troisième qu'on aurait pu faire, c'est utiliser soit une attaque standard ou utiliser l'habileté qui a été préparée dans notre cas ou tout simplement une habileté qui est plus immédiate. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en dernier lieu briser une habileté. Par exemple, disons que ici, vous voyez, à vrai dire, j'ai mal joué ici. J'ai mal joué. Ici, j'ai utilisé 2 cartes. Ici, mon améthyste a une étoile. Okay? C'est donc une ressource. Pour Moira, on avait besoin de 2. Donc, c'est clair que je dois jouer un améthyste et jouer une autre carte. Par contre, ça va me coûter 2 cartes dans mon jeu. Si mon diamant noir avait effectivement eu une étoile, ben à ce moment-là, j'aurais eu besoin d'utiliser mes 2 cartes. Mais mon Black Diamond est une ressource infinie. Donc, à ce moment-là, elle couvre amplement le besoin de mes deux actions. Et j'aurais dû utiliser mon Black Diamond pour utiliser une habilité plus forte. Donc, mon Black Diamond va couvrir mes 2 ressources nécessaires et mon améthyste va retourner dans mon paquet. Donc, en fait, je vais avoir 6 cartes dans ma main et une carte ici pour un total de 7. Donc, vous voyez, je peux conserver mes cartes dans ma main parce que je ne dois pas oublier que j'ai 2 autres personnages également à contrôler. Donc, une fois que Moira joue, on va exactement de l'autre côté. Le joueur adverse va jouer à son tour. Ensuite, ça sera à mon tour de choisir un autre joueur. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que le tour soit complété. Ce qu'on va faire maintenant, pour vous montrer vraiment l'essentiel du jeu, on va aller chercher 2 personnages en plein centre de la partie. Et nous allons faire un combat, pour vous montrer vraiment l'action du jeu. Maintenant, passons au vif du sujet. Nous avons Willem et Jairus qui sont sur le point de s'affronter. Okay? Willem a un range de 1. Pour attaquer Jairus, il doit se déplacer. Son range attaque doit être de 1 et de 2. Donc, techniquement, il ne peut pas attaquer à moins de se déplacer. Willem a un mouvement de 2. Il va donc se déplacer de une case. Il fait maintenant face à Jairus. Son range étant de 1, on est à 1. On est parfait.
Maintenant, lors d'une attaque standard, c'est ce qu'il va faire. Lors de votre choix d'une attaque, vous avez le choix entre une attaque standard ou une attaque utilisant l'une de vos habiletés. Pour le moment, Willem va utiliser une attaque standard. Donc, à chaque fois qu'on a une attaque standard, on doit voir si le coup qu'on va faire va être un coup critique. Le coup critique pour Willem est de 20 sur notre carte. Donc, on va brasser le dé. N'oubliez pas, le dé bleu est la dizaine et le dé blanc l'unité. Donc, on a 75. Son coup critique n'a pas eu lieu. Donc, Willem a une attaque de 4. La défense de Jairus, qui doit être une défense physique, est de 3. Donc, 4 moins 3 fait un dommage. Donc, Jairus était à 20. On le baisse de 1. Il est maintenant à 19. De plus, maintenant, parce que Willem a occasionné un dégât, on va baisser à Jairus sa protection de 1. Donc, sa défense physique tombe maintenant à 2. Ensuite de ça, Willem a bougé. Willem a attaqué. Il pourrait aussi préparer une habileté, okay? Une fuse, la mettre en préparation. Présentement, côté défense, Willem utilise des ressources d'eau. Okay? Vous voyez sur sa carte d'ailleurs ici. Vous voyez que les ressources privilégiées par Willem vont être l'eau et ici seront le bois. Okay? Donc, pour utiliser l'eau, si je veux utiliser une armure, donc je pourrais utiliser une armure, okay? Si j'ai 2 ressources d'eau. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser, j'ai 2 ressources d'eau dans mes mains. OK? Vous aussi, j'ai aquamarine avec une étoile. J'ai saphir qui n'a 2. Donc, afin d'économiser une carte, et puisque ça me prend pour avoir mon armure de glace, si on veut, ben, je vais utiliser le saphir qui est à 2 étoiles. J'insère ma carte ici. Et je vais prendre un petit jeton que je vais installer ici. Je vais vous le montrer. Je peux activer jusqu'à 3 habiletés pour Willem. Okay? Et celle que j'ai maintenant faite, c'est le Frozen. Plus tard, si j'ai les cartes en jeu, je pourrais à ce moment-là facilement préparer d'autres habiletés. Donc, celle-là est mise en réserve et quand ça sera le temps, je pourrais l'utiliser. Mais ma carte Saphir, je la mets sous la carte et fait partie quand même de ma main. Quand j'ai utilisé mon armure, à ce moment-là, je vais dégager une aura, okay, qui va utiliser mon range attack qui est de 1. Donc, finalement, mon aura va être à ma droite, à ma gauche, en avant, en arrière. Okay. Si Willem prend des dommages sur 1 à 50, donc ça veut dire que je vais devoir brasser le dé de critique, je vais pouvoir ajouter Freeze. Donc, celui qui va m'attaquer va devenir glacé. On a plusieurs jetons de statues aussi, qui est très intéressant au jeu. Donc, oups, j'ai pas pris le bon. Et voilà. Donc, j'ai un jeton ici de Freeze. Donc, si mon attaquant vient pour m'attaquer, bien à ce moment-là, il va être gelé. Et ce personnage-là va avoir 2 jetons que je vous ai montrés et ne pourra plus se déplacer. Donc, mais allons voir avant si Jairus va avoir cette chance. Donc, le tour de Willem est terminé. C'est à l'autre joueur, donc à Jairus de jouer. Jairus, lui, utilise les cartes de feu. Et les cartes neutres. Okay? Dans mon jeu de cartes, présentement, okay, je n'ai absolument aucune ressource que Jairus peut utiliser. Je peux absolument rien faire. Je pourrais utiliser mon mouvement, qui est mon mouvement de 3 pour me sauver. Okay? Je pourrais faire une attaque standard et me sauver par la suite. Mais côté habilité, je peux absolument rien faire. Si je fais une attaque contre Willem et que Willem utilise son armure de glace, je vais être coincé là pendant 2 tours. Et donc, je ne pourrai pas bouger.
regardez, juste pour l'expérience, je vais jouer Jairus de manière assez chaotique. Pas trop stratégique. La stratégie, c'est qu'il se pousse, mais je veux vraiment vous montrer les combats. Donc, Jairus va faire une attaque standard puisqu'il n'y a aucune ressource. Oh, d'ailleurs... Non, c'est ça, c'est bon. Donc, Jairus va jouer, va brasser les dés, voir s'il fait une attaque critique. Il prend 20, donc 0 et 6. Donc, j'ai 6 attaques critiques pour Jairus. Donc, son attaque à Jairus est de 3, devient donc de 6. Jairus également occasionne des dommages physiques. La défense de Willem physique est de 4, donc 6 moins 4 fait 2. Donc, je vais avoir 2 dégâts pour Willem. D'accord. Willem va perdre aussi 1 point de physique ici. Willem utilise son armure de glace. OK? Qui est une défense spirituelle. Donc, si la condition, si Willem prend des points de dommage, c'est ce qui s'est passé. On brasse 1 à 50. Et si j'ai 50 et moins, 0,0 désigne 100. Okay? Donc, on est au-delà de. Donc, à ce moment-là, le Jairus s'en sort très bien et il ne sera pas gelé pour 2 tours. Donc, c'est une très bonne chance qu'il a faite. Donc, techniquement, Jairus, ce qu'il aurait à faire, ce serait de se pousser. Okay? Il peut aller jusqu'à 3 mouvements. Donc, pourrait se déplacer de 1, 2 et 3 et disparaître. Ensuite, les autres joueurs jouent leur tour. On discarte une fois que tous les joueurs ont joué. Donc, dans ma main, vous voyez, ici, je vais approcher les cartes. Nos cartes de nos fameuses Speaking Stone. OK? Donc, si après tous les joueurs ont joué, eh bien, je garde les cartes. Donc, disons qu'il me resterait juste Willem en jeu. Willem a besoin de l'eau et de la terre. Donc, ma carte d'eau, je vais la garder. Ma carte de terre, je vais la garder. Mes 2 cartes de vent, c'est pas nécessaire. J'ai une autre carte ici de terre. J'ai une carte, mon améthyste, que j'ai pas besoin. Donc, tout de suite, ils vont dans ma carte. J'ai une main de 3. Donc, il me manque 4 cartes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Bon, il semblerait que je n'ai pas brassé mes cartes. J'ai donc énormément de cartes de bois, ce qui va être formidable pour Willem. Donc, si je voulais, je pouvais enlever aussi avant la fin de mon tour, je pouvais enlever mon habileté qui a été mis en attente, mais je le garde. J'ai discarté toutes mes cartes et on recommence et on pige nos cartes. Ensuite ça, on active nos joueurs un après l'autre. Ça serait donc au tour de Willem. Willem a un mouvement de 2. Même à 2, Willem ne serait même pas capable d'aller rattraper Jairus. Okay? Parce que de 1, je bouge de 2. Donc 1 et de 2. Okay, oups, là, je me suis un peu éloigné de la caméra. Oui, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Là. Okay? Je serais à une distance ainsi. Mais disons que Jairus se serait enfargé. Et il serait ici. Donc, on aurait Willem qui est ici. Et on pourrait enfin jouer nos cartes. Willem pourrait... C'est au tour de Willem. Donc, c'est au tour de Willem. Bon, j'essaie d'être un peu clair. Là. Excusez-moi. Là, c'est pas, il manque un petit peu d'espace. Donc, c'est au tour. C'est le deuxième tour. Willem joue. A réussi à rattraper Jairus en trichant. Mais bon. J'active mon personnage. J'ai mon habileté de Frozen tantôt que j'ai utilisé. Oui, je l'ai utilisé. Ça l'a échoué, mais je l'ai utilisé. Donc, la carte, elle, s'en va dans la carte de discard et j'enlève mon fuse. Dans mes attaques ici, c'est pas le fuse. Donc, je pourrais utiliser mon hache de pierre. Mon hache de pierre, on y va toujours dans l'ordre. Je vais vous montrer la carte ici un petit peu. Fait que vous voyez ici l'hache de pierre. Bon, toujours ma caméra qui a de la misère à se mettre en focus. Je suis vraiment désolé de ça. Au retour de Martin, je prendrai le temps de bien m'équiper. Donc, ma hache de guerre
ce que ça me dit, ça me prend 2 cartes de terre. Donc, j'ai mes 2 cartes de terre. Donc, je les 2 étoiles. C'est 2 étoiles. Pas nécessairement les cartes, c'est les étoiles. Si j'avais une carte avec 2 étoiles, j'aurais juste pu prendre une carte. Si j'avais une carte avec 3 étoiles, j'aurais juste pris aussi une carte. Je discarte les 3 cartes, les 2 cartes pour mes 2 étoiles. Je fais une attaque standard, tout simplement. OK? L'attaque standard, c'est que, je regarde avant si je fais un coup critique. Toujours coup critique. 33. Mon coup critique est à 20. Donc, standard va rester à une attaque de 4. Je vais baisser mon target, son jet d'attaque par 2 sur sa prochaine attaque. Donc, Jairus, lui, à sa prochaine attaque, n'aura pas 3, mais il aura 1. OK? Et si j'avais eu mon coup critique, à ce moment-là, on l'aurait baissé de 4 sur sa prochaine attaque standard. Donc, techniquement, j'ai pas réussi. Plutôt, oui, j'ai réussi. Il va avoir moins 2. Et je fais mon attaque standard. Mon attaque est de 4. Moins, c'est une attaque physique. On sait qu'on a baissé tantôt de 1 Jairus qui est à 2. Donc, 4 moins 2 fait 2. Donc, je baisse de 2. Il est rendu à 17. Et je baisse également de 1 point sa protection physique. Donc, il est rendu à 1. On ne peut pas descendre en bas de 0. Donc, une fois rendu à 0, ça s'arrête là. Et nos attaques vont être beaucoup plus faciles. Le jeu dure environ 45 à 60 minutes. Donc, vous devinerez que plus souvent on se fait attaquer, les joueurs sont blessés, c'est plus facile de les attaquer. Il y a énormément de stratégies dans ce jeu. Ça vous donne un petit aperçu des combats. Ça va être beaucoup plus facile si vous aimez le jeu. Si vous aimez vraiment le jeu, ben un instant, je remonte la caméra afin qu'on puisse se regarder. Et voilà. Bon, je suis un petit peu proche. Oh. Oui, je suis au niveau de la top technologie. Bon, voilà, je suis là. Donc, si vous avez aimé le jeu, si vous aimez un peu à quoi ressemble le jeu, parce que c'est vraiment un aperçu très bref, je m'en rends compte, écoutez, laissez-moi un commentaire, dites-moi que vous voulez voir une partie à 1 contre 1 avec Martin. Le jeu est disponible sur les tablettes, donc ça pourrait vraiment être une bonne occasion pour savoir si vous aimez le jeu. Et ensuite, avec l'installation, tout ça, ça va vraiment vous donner une idée d'une partie complète. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur le jeu Stonebound Saga. J'ai eu bien du plaisir à vous le montrer. J'aurais aimé vous en montrer davantage. Mais, pouce en l'air. Et Martin et moi, je vous le promets, dès la semaine prochaine, on vous fait une vidéo et une partie du tonnerre là-dessus. Avec, j'espère, une victoire de ma part. Martin connaît pas le jeu, donc je pourrais peut-être y en passer des petites vites. Mais ça, on pourra le voir ensemble. Donc, merci encore. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.